Jean-Pierre Dubois se tenait devant les baies vitrées de son bureau au dernier étage, contemplant la ville qui s'étendait sous ses yeux. La neige tombait de plus en plus fort, recouvrant Paris d'un manteau blanc. À 55 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire immobilier d'1 milliard d'euros, des résidences dans le monde entier et une flotte de voitures de luxe. Mais quelque chose lui manquait. Son assistante, Marguerite Lefebvre, frappa à la porte. « Monsieur Dubois, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. » Jean-Pierre ne se retourna pas. « Annulé. Mais monsieur, il s'agit du nouveau projet de développement. J'ai dit annulé. » Sa voix était ferme, mais pas méchante. « Dites-leur qu'un imprévu est survenu. » Marguerite hésita, puis acquiesça et sortit. Jean-Pierre se dirigea vers son ascenseur privé, ses coûteuses chaussures italiennes claquant sur le sol de marbre. Dans la salle de bain de son bureau, il enfila les vêtements qu'on lui avait fait livrer, plus tôt, un jean déchiré, un manteau usé et des bottes abîmées. Il ébouriffa ses cheveux argentés et se frotta du sable sur le visage. En se regardant dans le miroir, il se reconnaissait à peine. Bien. C'était exactement ce qu'il voulait. Le gardien de sécurité à l'entrée de service ne le regarda même, pas lorsqu'il sortit dans le froid glacial. Jean-Pierre avait toujours pensé que l'argent révélait les vraies couleurs des gens. Ayant grandi dans la pauvreté à Marseille, il avait observé comment la richesse transformait les gens. Généralement pour le pire. Maintenant, après 30 ans au sommet, il en avait assez des faux sourires et des manœuvres incessantes. Il trouva un endroit sur les Champs-Élysées, juste devant son propre immeuble. L'ironie ne lui échappait pas. Il s'assit sur le trottoir, gelé, se recroquevillant contre le vent. Ses employés passaient en courant, trop occupés par leur routine matinale pour remarquer le sans-abri à leurs pieds. Des heures passèrent. Le froid pénétrait ses vêtements, lui faisant grincer les dents. Il regardait les gens passer pressés dans leurs manteaux chauds et leurs bottes de créateurs. Certains évitaient activement de le regarder. D'autres se pinçaient le nez et traversaient la rue de l'autre côté. « Voulez-vous mon chocolat chaud ?» La petite voix le surprit. Jean-Pierre leva les yeux pour voir un garçon, âgé de 7 ou 8 ans au plus, lui tendant une tasse en papier fumante. L'enfant ne portait qu'une fine veste, ses petites mains rouges de froid. « Tu ne veux pas le garder ?» demanda Jean-Pierre, la voix rauque. Le garçon sourit. « J'en ai déjà bu. Je m'appelle Thomas. » Jean-Pierre prit la tasse, sentant sa chaleur se répandre dans ses doigts gelés. « Merci, Thomas. C'est très gentil. » Thomas s'assit à côté de lui sur le trottoir. Maintenant qu'il était plus près, Jean-Pierre pouvait voir à quel point les vêtements du garçon étaient usés. Ses baskets étaient trouées et sa veste était au moins 2 tailles trop petite. « Tu habites ici ?» demanda Thomas en montrant la rue du doigt. Jean-Pierre hocha lentement la tête. « Aujourd'hui, oui, et toi ?» Le sourire de Thomas s'estompa un peu. « Ma mère et moi, on dort au centre d'hébergement en bas de la rue, mais seulement la nuit. Le jour, on doit partir. » Jean-Pierre sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Il avait fait des dons de millions d'euros à des associations caritatives au fil des ans, mais d'une manière ou d'une autre, ce petit garçon l'affectait plus que tous ces chèques déductibles d'impôts réunis. Thomas frissonna et sans hésitation retira sa veste. « Tiens, dit-il en la drapant sur les épaules de Jean-Pierre, tu en as plus besoin que moi. »« Mais tu vas geler, » protesta Jean-Pierre. Thomas haussa les épaules. « Maman dit qu'il faut aider les gens quand on peut, et tu as l'air vraiment frigorifié. » Jean-Pierre regarda la veste, puis le garçon. En toutes ces années où il avait testé les gens, personne ne lui avait jamais témoigné une telle bonté simple et inconditionnelle. Surtout pas quelqu'un qui avait si peu à donner. Une voix de femme s'écria « Thomas ? Thomas, où es-tu » « C'est ma mère, » dit Thomas en se levant. « Je dois y aller, garde la veste, d'accord ?» Avant que Jean-Pierre puisse répondre, Thomas courut vers une femme à l'air fatigué, en uniforme de serveuse. Jean-Pierre la regarda serrer son fils dans ses bras, regardant avec des yeux inquiets lorsqu'elle remarqua qu'il n'avait plus sa veste. Jean-Pierre se leva lentement, sa décision prise. Il en avait assez vu. Là, sur les Champs-Élysées, devant des dizaines de badauds stupéfaits, Jean-Pierre Dubois commença à se transformer. Il retira son manteau déchiqueté, révélant des aperçus du costume élégant qu'il portait en dessous. Il essuya la saleté de son visage avec un mouchoir brodé. Les gens s'arrêtèrent et le regardèrent. Les téléphones sortirent, enregistrant
Le moment où un homme apparemment sans abri se transforma en l'un des milliardaires les plus puissants de Paris. « Thomas » appela-t-il. Le garçon et sa mère se retournèrent, les yeux grands ouverts lorsqu'ils le reconnurent, grâce aux innombrables reportages télévisés et couvertures de magazines. Jean-Pierre alla vers eux, ignorant la foule grandissante de spectateurs. Il s'agenouilla devant Thomas qui serrait la main de sa mère. « Tu m'as donné ta veste alors que tu pensais que je n'avais rien, » dit doucement Jean-Pierre. « Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose en retour. » La mère de Thomas fit un pas en avant pour se protéger. « Nous ne voulons rien, monsieur Dubois. » Thomas essayait juste d'aider. Jean-Pierre sourit. « Exactement. Et c'est pourquoi je veux vous aider tous les deux. » Il sortit son téléphone et passa un coup de fil rapide. « Marguerite, envoyez la voiture et appelez Steven. Dites-lui que j'ai besoin d'un appartement préparé immédiatement, un bon dans l'immeuble de l'avenue Foch. » Il se retourna vers Thomas et sa mère. « J'ai un appartement chaud qui vous attend tous les deux. Et si vous me le permettez, j'aimerais m'assurer que Thomas entre dans une bonne école, sans aucune condition, juste une personne qui aide une autre. » La mère de Thomas se mit à pleurer. « Nous ne pouvons pas accepter, s'il vous plaît, » interrompit doucement Jean-Pierre. « Votre fils m'a montré quelque chose que j'avais presque oublié, la pure bonté. Laissez-moi lui montrer que la bonté est récompensée. » Une voiture noire élégante s'arrêta au bord du trottoir. Marguerite en sortit, tenant un manteau chaud qu'elle drapa sur les épaules de Thomas. Le garçon toucha le tissu doux avec émerveillement. « Parfois, » dit Jean-Pierre en les conduisant vers la voiture, « les personnes les plus riches sont celles qui n'ont rien mais donnent tout. » Alors qu'il s'éloignait de la foule de spectateurs, Jean-Pierre regarda le visage radieux de Thomas et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Peut-être qu'il y avait encore du bien dans le monde. Peut-être que tout ce qu'il fallait, c'était de le voir à travers les yeux d'un enfant. L'appartement de l'avenue Foch coupa le souffle à Thomas. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il traversa les pièces spacieuses, touchant tout avec des doigts prudents comme s'il craignait que cela puisse disparaître. Sa mère, Sophie Bernard, se tenait sur le seuil de la porte, toujours stupéfaite par le changement soudain de leur fortune. « Tout ça, c'est à nous ?» demanda Thomas, en pressant son visage contre la fenêtre pour regarder la ville en contrebas. « Aussi longtemps que vous le voulez, » répondit Jean-Pierre. Il regarda Thomas découvrir chaque nouvelle pièce, l'excitation du garçon réchauffant quelque chose dans son cœur qui était resté froid trop longtemps. Sophie essuya des larmes de ses yeux. « Monsieur Dubois, c'est trop. Nous ne pouvons... »« Pas autour, s'il vous plaît, appelez-moi Jean-Pierre, » l'interrompit-il doucement. « Et oui, vous le pouvez. Thomas m'a montré quelque chose de rare aujourd'hui, la pure bonté sans attente de récompense. Laissez-moi faire ça. » Mais tout le monde n'était pas content de l'acte de charité soudain de Jean-Pierre Dubois. Dans son bureau le lendemain matin, son jeune frère Antoine Dubois entra en trombe sans frapper. « As-tu perdu la tête ?» Antoine jeta un journal sur le bureau de Jean-Pierre. Le titre disait « Le milliardaire Dubois installe une famille sans abri à l'avenue Foch ». Jean-Pierre ne regarda même pas le journal. « Bonjour à toi aussi, Antoine. »« Ce n'est pas drôle, Jean-Pierre. Qu'est-ce que le conseil va penser ? Qu'est-ce que nos investisseurs vont dire ? Tu ne peux pas simplement ramasser des gens dans la rue. Je peux faire ce que je veux de mon propre argent, » dit calmement Jean-Pierre. « Et cette famille a plus de dignité que la moitié des gens qui siègent dans notre salle de conférence. » Antoine passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. À 45 ans, il ressemblait à une version plus jeune de Jean-Pierre. Mais là où les yeux de Jean-Pierre étaient aimables, ceux d'Antoine étaient froids et calculateurs. La mère du garçon est serveuse pour l'amour du ciel. Sais-tu ce que cela va faire à notre réputation ? Cela pourrait l'améliorer, répondit Jean-Pierre. Il se leva et alla à la fenêtre, regardant la rue où il avait rencontré Thomas. Quand as-tu aidé quelqu'un pour la dernière fois, Antoine ? Pas pour des fins fiscales ou de la bonne publicité, mais simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Le visage d'Antoine rougit. Ne me fais pas la leçon sur le fait de faire ce qu'il faut. J'ai aidé à construire cette entreprise pendant que tu jouais au philanthrope. Peut-être que ça a été le problème, dit calmement Jean-Pierre. Après qu'Antoine soit sorti en trombe, Marguerite entra avec l'emploi du temps de Jean-Pierre. Monsieur, l'école privée de la rue du Faubourg Saint-Honoré a appelé. Ils peuvent interviewer Thomas demain matin. Jean-Pierre hocha la tête. Merci, Marguerite. Et pourriez-vous demander à quelqu'un d'emmener Sophie et Thomas faire du shopping ? Ils auront besoin de vêtements corrects.
Déjà fait, monsieur. Et Marguerite hésita. Si je puis me permettre, je pense que ce que vous faites est merveilleux. Plus tard cet après-midi-là, Jean-Pierre rendit visite à Thomas et Sophie dans leur nouvel appartement. Il les trouva toujours incrédules, assis sur le canapé et regardant autour d'eux comme s'ils pouvaient se réveiller d'un rêve. « Comment vous installez-vous » demanda-t-il. Thomas courut vers lui avec une feuille de papier. « Regarde ce que j'ai dessiné. » Cela montrait 3 figures, Thomas, Sophie et Jean-Pierre, debout devant un immeuble. « C'est magnifique, » dit Jean-Pierre en sentant une boule inattendue dans sa gorge. Sophie se leva, lissant son uniforme de serveuse. « Je devrais me préparer pour le travail. »« En fait, » dit Jean-Pierre, « j'espérais que nous puissions en parler. J'ai une amie qui dirige un traiteur. Elle cherche quelqu'un pour l'aider à gérer des événements. Les horaires seraient meilleurs et vous seriez à la maison avec Thomas tous les soirs. » Les yeux de Sophie se remplirent à nouveau de larmes. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Jean-Pierre regarda Thomas, qui dessinait maintenant une autre image. « Parce que votre fils m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. L'argent ne vous rend pas riche. La bonté, oui. Mais de l'autre côté de la ville, dans un bureau luxueux, Antoine Dubois passait un coup de fil. « Écoutez attentivement, » dit-il au téléphone. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Sophie Bernard. Il n'y a aucun moyen qu'elle et cet enfant soient aussi innocents qu'ils en ont l'air. Personne n'est aussi pur. Trouvez-moi quelque chose que je peux utiliser. » Les jours suivants furent un tourbillon. Thomas commença sa nouvelle école, portant un uniforme impeccable et portant un sac à dos qui n'était pas maintenu ensemble, avec du ruban adhésif. Sophie commença sa formation au traiteur, rentrant chaque soir avec des histoires de soirées chic et de clients importants. Jean-Pierre se retrouva à trouver des excuses pour s'arrêter à leur appartement. Il apporta à Thomas des livres sur l'architecture après avoir découvert la fascination du garçon pour les bâtiments. Il aida Sophie à naviguer dans le monde accablant des parents d'élèves privés et de la haute société parisienne. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger des pizzas, le choix de Thomas, Sophie remarqua que Jean-Pierre vérifiait son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-elle après que Thomas soit allé faire ses devoirs. Jean-Pierre soupira. « Juste des affaires. Mon frère pense que je fais une erreur avec tout ça. Nous pourrions partir, dit rapidement Sophie. Nous ne voulons pas causer de problème. Non, dit fermement Jean-Pierre, vous ne causez pas de problème. Antoine, il a toujours été obsédé par les apparences. Il ne comprend pas que parfois les meilleures décisions commerciales n'ont rien à voir avec les affaires. Sophie l'étudia un instant. Vous savez, Thomas vous demande tous les jours. Il n'a jamais eu de figure paternelle dans sa vie. Jean-Pierre sentit son cœur faire un bond. Sophie, mais avant qu'il puisse finir, son téléphone sonna. C'était Marguerite et sa voix était urgente. « Monsieur, vous devez venir au bureau immédiatement. Antoine a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il essaie de vous faire déclarer inapte à diriger l'entreprise. » Jean-Pierre se leva, le visage pâle. « J'arrive immédiatement. » Il se tourna vers Sophie. « Je dois y aller. Quelque chose ne va pas. » Sophie tendit la main et serra sa main. « Faites attention. » Alors que Jean-Pierre prenait l'ascenseur pour la salle du conseil, il pensa au sourire de Thomas, à la force tranquille de Sophie. Il pensa à la veste qu'un petit garçon avait donnée à un étranger par un matin froid. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent et il vit Antoine debout à la tête de la table, entouré de membres du conseil à l'air préoccupé. « Ah, Jean-Pierre, dit Antoine avec un sourire froid, nous venions juste de discuter de votre récent comportement erratique. » Jean-Pierre redressa les épaules. Il avait construit cette entreprise de rien. Il avait survécu à la pauvreté, à la trahison et à d'innombrables tentatives pour le faire tomber. Il n'allait pas laisser son propre frère détruire tout, pas quand il avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. La bataille pour Dubois en fils allait commencer. Et quelque part dans un appartement de l'avenue Foch, un petit garçon dessinait une autre image, ignorant qu'il avait déclenché une guerre qui changerait à jamais la vie de chacun. La salle du conseil était silencieuse, sauf pour le bruit des chaussures coûteuses d'Antoine qui claquèrent sur le sol pendant qu'il faisait les 100 pas. Jean-Pierre s'assit calmement à l'autre bout de la table, regardant les visages des membres du conseil qu'il connaissait depuis des années. « Laissez-moi comprendre ça, » dit doucement Jean-Pierre. « Vous pensez que je suis mentalement inapte à diriger ma propre entreprise parce que j'ai aidé une famille sans abri ?» Antoine répandit des photographies sur la table.
Des photos de Jean-Pierre assis dans la rue déguisé, donnant à Thomas et Sophie les clés de leur appartement, dînant avec eux. « Ce n'est pas qu'une question de famille, » dit Antoine. « C'est une question de votre comportement. Annulation de réunions, disparition pendant des heures, prise de décisions impulsives qui affectent nos actionnaires. J'ai augmenté nos bénéfices chaque trimestre depuis 10 ans, interrompit Jean-Pierre. J'ai construit cette entreprise de rien. Un membre plus âgé du conseil, Jacques Moreau, s'éclaircit la gorge. Jean-Pierre, nous sommes simplement préoccupés. Ce n'est pas comme vous. Peut-être que c'est exactement comme moi, répondit Jean-Pierre. Peut-être que je deviens enfin la personne que j'aurais dû être depuis le début. Antoine sourit froidement. Vous voyez, il ne nie même pas son étrange comportement. En tant que frère et vice-président, j'ai une responsabilité envers cette entreprise. Tu as une responsabilité envers ta propre ambition, rétorqua Jean-Pierre. Il se leva, sa chaise grinçant contre le sol. Je vois ce que c'est. Tu attends une excuse pour prendre le contrôle. Nous aurons besoin que vous preniez un congé, dit Antoine, ignorant l'accusation de Jean-Pierre. Juste jusqu'à ce que nous puissions vous faire évaluer par des professionnels. Jean-Pierre regarda à nouveau autour de la table, voyant l'incertitude sur certains visages, le calcul sur d'autres. Et si je refuse ? Alors nous serons obligés de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, répondit Antoine. Et je ne pense pas que vous vouliez ce genre de publicité en ce moment. Jean-Pierre alla à la fenêtre, regardant la ville qu'il avait contribué à construire. Vous avez jusqu'à demain matin pour retirer cette proposition ridicule. Après ça, je vais vous combattre avec tout ce que j'ai. Il quitta la salle du conseil sans autre mot, l'esprit en ébullition. Dans son bureau, Marguerite attendait avec une expression inquiète. « Monsieur, il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-elle en lui tendant un dossier. Antoine a engagé des enquêteurs privés pour se renseigner sur les antécédents de Sophie Bernard. Jean-Pierre sentit son estomac se serrer lorsqu'il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient d'autres photographies. Sophie dans son ancien travail de serveuse, Thomas dans leur ancien centre d'hébergement pour femmes victimes de violences et quelque chose d'autre qui lui glaça le sang. « Est-ce vérifié ?» demanda-t-il. Marguerite hocha la tête. « J'ai tout revérifié moi-même. » Jean-Pierre s'effondra sur sa chaise, fixant les documents. Sophie cachait un secret qui pouvait tout changer. Pendant ce temps, dans leur appartement de l'avenue Foch, Sophie aidait Thomas à faire ses devoirs lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit pour trouver une femme bien habillée au très fin. « Madame Bernard, je suis Isabelle Dupont, la femme d'Antoine. » Le sourire de la femme n'atteignit pas ses yeux. « Puis-je entrer ?» Sophie hésita, puis fit un pas de côté. Isabelle entra, son parfum cher remplissant l'air. « Quel endroit douillet Jean-Pierre a installé pour vous ?» dit Isabelle en regardant autour d'elle avec un dédain à peine dissimulé. « Dites-moi, comment avez-vous fait ?»« Faire. Quoi ?» demanda Sophie, bien qu'elle sache déjà ce qu'Isabelle voulait dire. « Enroulez Jean-Pierre autour de votre doigt si rapidement. Je le connais depuis 20 ans et je ne l'ai jamais vu agir de cette façon. » Isabelle prit l'un des dessins de Thomas sur la table basse. Utiliser un enfant était intelligent, je vous l'accorde. Thomas sortit de sa chambre, s'arrêtant lorsqu'il vit l'étrangère. Sophie dit rapidement « Chérie, pourquoi tu n'iras pas finir tes devoirs ?» Après le départ de Thomas, Sophie se tourna vers Isabelle. « Je n'ai utilisé personne. » Isabelle rit doucement. « Oh, tu es vraiment douée. L'acte innocent, la mère célibataire reconnaissante. Mais tout le monde a des secrets, n'est-ce pas, Sophie? Ou devrais-je dire, Angela ?» Sophie sentit la couleur s'échapper de son visage. « Comment avez-vous… » « Antoine est très minutieux, » dit Isabelle. « Jean-Pierre est-il au courant de Lyon, de ce qui est réellement arrivé? Au père de Thomas, c'était une autre vie, » murmura Sophie. « J'étais une autre personne à l'époque. Eh bien, tu ferais mieux d'espérer que Jean-Pierre le voie de cette façon lorsqu'il le découvrira. » Isabelle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Tu as jusqu'à demain pour partir. Fais tes valises, prends Thomas et disparaissez. Si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui tu es. » Après le départ d'Isabelle, Sophie s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. Elle regarda autour de l'appartement magnifique, la vie qu'elle avait osé rêver qui pourrait durer. Puis elle alla dans la chambre de Thomas et le regarda dessiner, ignorant complètement que leur monde était sur le point de s'effondrer à nouveau. Dans son bureau, Jean-Pierre regardait toujours le dossier lorsque son téléphone sonna. C'était Jacques Moreau. « Jean-Pierre,
dit le vieil homme, « je te connais depuis tes débuts. Tu m'as donné une chance alors que personne d'autre ne le voulait. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil. Ne combats pas Antoine sur ce coup-là. Il rassemble des soutiens depuis des mois. Il a des preuves. » « Des preuves de quoi ?» demanda Jean-Pierre. « Que j'ai un cœur, que je me soucie de plus que de l'argent. Des preuves que Sophie Bernard n'est pas celle qu'elle prétend être, » dit Jacques doucement. « Et si cela devient public, cela ne te fera pas seulement du mal. Cela fera du mal à ce petit garçon aussi. » Jean-Pierre raccrocha sans répondre. Il ouvrit les images des caméras de sécurité de l'immeuble de l'avenue Foch sur son ordinateur, regardant Isabelle partir, son sourire triomphant visible même sur les images granuleuses. Son téléphone vibra avec un SMS de Sophie. « Nous devons parler. S'il te plaît, viens quand tu pourras. » Jean-Pierre ferma le dossier et se leva. Il avait pensé que donner son blouson à Thomas ce matin-là était un simple acte de gentillesse. Maintenant, il réalisait que ce n'était que le début d'une histoire qui allait devenir beaucoup plus compliquée. Alors qu'il descendait en ascenseur vers sa voiture, Jean-Pierre pensa à tout ce qu'il avait construit, à tout ce qu'il risquait de perdre. Mais puis il se souvint du sourire de Thomas, de la façon dont les yeux du garçon s'illuminaient lorsqu'il parlait de bâtiments, du son de son rire au dîner. Certaines choses valaient la peine de tout perdre. La neige avait recommencé, à tomber alors que Jean-Pierre conduisait vers l'avenue Foch, de grosses flocons tourbillonnant dans l'obscurité. Il pensa à sa propre enfance, aux promesses qu'il s'était faites sur le genre d'homme qu'il deviendrait. Quelque part en chemin, il avait perdu de vue ses promesses. Maintenant, grâce à la gentillesse d'un petit garçon, il avait une chance de se souvenir de qui il était vraiment. La question était, le secret de Sophie allait-il tout détruire avant qu'il n'en ait l'occasion? Sophie faisait les 100 pas dans le salon, répétant ce qu'elle dirait à Jean-Pierre. Thomas dormait dans sa chambre, serrant l'ours en peluche, que Jean-Pierre lui avait apporté la semaine dernière. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres, une vue dont elle n'avait jamais rêvé qu'elle aurait. Maintenant, tout cela pourrait disparaître. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit pour trouver Jean-Pierre debout là, ses cheveux argentés saupoudrés de neige, ses yeux fatigués mais aimables. « Tu voulais parler ?» dit-il doucement. Sophie hocha la tête, le conduisant jusqu'au canapé. « Isabelle est venue me voir aujourd'hui, je sais. » Jean-Pierre s'assit lourdement. « Antoine t'a fait enquêter. Alors tu sais tout ?» La voix de Sophie tremblait. « Je sais qu'il y a quelque chose dans ton passé qu'Antoine pense pouvoir utiliser contre nous, mais je préférerais l'entendre de toi. » Sophie prit une profonde inspiration. « Mon vrai nom est Angela Parker. Il y a 10 ans, à Lyon, j'étais marié à un homme nommé David Miller. Il n'était pas un homme bien. » Jean-Pierre attendit silencieusement pendant qu'elle rassemblait son courage. Il buvait beaucoup. Il devenait violent. Un soir, alors que Thomas n'était qu'un bébé, David est rentré ivre. Il a commencé à jeter des choses, à crier. Il s'est approché du lit de Thomas. Sophie essuya des larmes de ses yeux. Je l'ai repoussé. Il est tombé dans les escaliers. A-t-il été tué ? Demanda Jean-Pierre doucement. Sophie secoua la tête. Non, mais il a été grièvement blessé. Pendant qu'il était à l'hôpital, j'ai pris Thomas et j'ai fui. J'ai changé nos noms, j'ai déménagé de ville en ville. J'avais tellement peur qu'il nous retrouve. A-t-il essayé ? Pendant des années. C'est pourquoi nous ne sommes jamais restés au même endroit trop longtemps. Mais l'année dernière, j'ai vu dans les journaux qu'il était mort dans une bagarre de bar. Sophie se leva, se serrant dans les bras. Je pensais que nous étions enfin en sécurité, que nous pouvions recommencer. Et puis tu es arrivé, et pour la première fois, je me suis permis d'espérer. Jean-Pierre la rejoignit près de la fenêtre. « Sophie ou Angela, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Tu protégeais ton enfant. Mais je t'ai menti, murmura-t-elle. Je ne suis pas celle que tu pensais que j'étais. Tu es exactement celle que je pensais que tu étais, dit fermement Jean-Pierre. Une mère qui ferait n'importe quoi pour protéger son fils. Tout le reste n'est que des détails. » Sophie se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Antoine et Isabelle ont dit que si je ne partais pas demain, ils s'assureraient que tout le monde le sache. La police, l'école, la presse, laisse-les. Essayez. » La voix de Jean-Pierre était d'acier. « J'ai affronté pire que mon frère et sa femme machiavélique. Mais votre entreprise n'est qu'une entreprise. » Jean-Pierre prit ses mains dans les siennes. « Sophie, lorsque j'étais assis dans la rue déguisée, je cherchais la preuve que l'humanité avait perdu son chemin. Au lieu de
Cela, ton fils m'a montré que la bonté existe toujours. Vous m'avez tous les deux donné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle entreprise. » Une petite voix vint du couloir. « Maman, tu pleures ?» Ils se retournèrent pour voir Thomas debout là en pyjama, l'air inquiet. Sophie essuya rapidement ses yeux. « Tout va bien, chérie. Monsieur Dubois et moi, on parlait juste. » Thomas s'approcha et enroula ses bras autour de la taille de sa mère. « Ne sois pas triste, maman. Jean-Pierre va nous aider, n'est-ce pas, Jean-Pierre ?» Jean-Pierre s'agenouilla au niveau de Thomas. « Toujours, mon pote, quoi qu'il arrive. » Mais de l'autre côté de la ville, Antoine et Isabelle mettaient leur plan en mouvement. Dans le bureau de leur manoir, Antoine raccrocha le téléphone avec un sourire satisfait. « C'est fait, » dit-il à sa femme. « J'ai convoqué une conférence de presse d'urgence pour demain matin. Une fois que les médias auront connaissance de l'histoire de Sophie, Jean-Pierre n'aura d'autre choix que de démissionner. » Isabelle sirota son vin. « Et le garçon, l'aide sociale à l'enfance a déjà été informée de nos préoccupations. » Le sourire d'Antoine devint cruel. « Après tout, quelle sorte de mère ment sur son identité ? Tu es brillant, chérie, » miaula Isabelle. « Jean-Pierre n'a jamais compris que le sentiment est une faiblesse. Les affaires sont les affaires. » Mais il n'avait pas compté sur Marguerite. Travaillant tard au bureau, elle entendit les appels d'Antoine. Dès qu'il partit, elle fouilla son ordinateur, copiant des fichiers et envoyant des messages urgents. Dans l'appartement de l'avenue Foch, le téléphone de Jean-Pierre vibra. En lisant le message de Marguerite, son visage se durcit. « Antoine passe à l'action demain matin, » dit-il à Sophie. « Il va tout révéler à la presse. » Sophie s'affaissa sur une chaise. « Alors c'est fini. »« Non, » dit Jean-Pierre. « Ce n'est que le début. » Il regarda Thomas qui s'était endormi sur le canapé. « Je ne me suis pas assez battu pour ce qui importait quand j'étais jeune. Je ne ferai pas cette erreur à nouveau. » Il passa quelques appels, sa voix basse et urgente. Sophie regarda le puissant homme d'affaires qu'elle avait vu pour la première fois à la télévision émerger, prendre les choses en main, faire des plans. Des heures passèrent. La neige tombait plus épais dehors, enveloppant la ville de blanc. Vers minuit, Marguerite arriva avec des boîtes de documents. « Ceci prouve qu'Antoine détourne de l'argent depuis des années, » expliqua-t-elle, étalant des papiers sur la table à manger. « Il vole à la fondation caritative de l'entreprise. » Jean-Pierre étudia les preuves. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant ?» Marguerite baissa les yeux. « Il a menacé mon emploi. J'ai des enfants à l'université. J'avais peur. Mais en voyant ce qu'il essaie de vous faire, à vous... » Elle fit un geste vers Sophie et Thomas. « Certaines choses sont plus importantes que la peur. » Alors qu'il travaillait toute la nuit, se préparant pour la bataille à venir, Sophie regarda Jean-Pierre. Il avait enlevé sa cravate, retroussé ses manches et était totalement concentré sur leur protection. À ce moment-là, elle réalisa quelque chose qui la captivait et la terrifiait à la fois. Elle tombait amoureuse de lui. Thomas remua sur le canapé et elle alla le couvrir d'une couverture. Il la regarda, somnolent. « Jean-Pierre est toujours là ?» marmonna-t-il. « Oui, chérie. »« Bien. » Thomas sourit. « Il te rend heureuse, maman, comme les papas à la télé. » Sophie embrassa son front, le cœur déchiré par l'espoir et la peur. L'aube approchait et avec elle viendrait la conférence de presse d'Antoine. Mais en regardant Jean-Pierre travailler sans relâche pour protéger sa famille, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années. Elle se sentait en sécurité. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque Jean-Pierre se leva de la table. « Ça, il est temps, » dit-il. « Antoine pense qu'il va nous détruire avec la vérité sur ton passé. Au lieu de cela, nous allons raconter ton histoire à notre façon. »« Comment ?» demanda Sophie. Jean-Pierre sourit et, pour la première fois, elle vit l'acier sous sa gentillesse, en rappelant à tout le monde que parfois fuir n'est pas de la lâcheté, c'est du courage. Et parfois, les vrais criminels ne sont pas ceux qui se cachent de la loi, mais ceux qui se cachent derrière elle. Alors que le soleil se levait sur Paris, ils se préparèrent pour le combat de leur vie. Mais cette fois, Sophie ne fuyait pas. Cette fois, elle avait quelque chose. Quelqu'un pour lequel il valait la peine de se battre. Et dans son sommeil, Thomas sourit, rêvant d'un avenir où il n'aurait plus jamais à avoir peur. Le hall de Dubois & Fils était bondé de journalistes. À 8 heures du matin, les équipes de télévision se bousculaient pour se positionner et le bourdonnement des conversations remplissait l'air. Antoine se tenait au pupitre, Isabelle à ses côtés, tous deux impeccablement vêtus pour ce qu'ils pensaient être leur moment de triomphe.
Mesdames et messieurs, commença Antoine, son sourire habituel brillant sous les lumières. Merci d'être venus si rapidement. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'une situation sérieuse concernant la direction de Dubois & Fils. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Jean-Pierre entra. Sophie était à ses côtés, tenant la main de Thomas. La salle devint silencieuse. « Jean-Pierre, » dit Antoine, son sourire faiblissant légèrement, « je ne m'attendais pas à ce que tu sois présent. »« Bien sûr que non, » répondit Jean-Pierre, se dirigeant vers le pupitre. « Tu t'attendais à détruire. Une famille sans leur donner la chance de se défendre. » Les appareils photos flashèrent, alors que Jean-Pierre prenait sa place au microphone. Sophie et Thomas se tenaient juste derrière lui, et Marguerite distribuait discrètement des dossiers aux principaux journalistes de la foule. « Mon frère vous a appelé ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire, » commença Jean-Pierre. « Une histoire sur une femme qui a changé de nom et a fui son passé. Il pensait que cette histoire vous choquerait, vous retournerait contre elle. Mais laissez-moi vous raconter la vraie histoire. » Il fit un geste vers Sophie, qui fit un pas en avant. Sa voix trembla au début, mais elle devint plus forte au fur et à mesure qu'elle parlait. « Il y a 10 ans, j'étais mariée à un homme violent, qui a menacé de tuer mon petit garçon. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. J'ai protégé mon enfant. Oui, j'ai changé nos noms. Oui, nous avons fui, et je le referai pour assurer la sécurité de mon fils. » Thomas serra sa main, la regardant avec fierté. D'autres appareils photos flashèrent. Antoine fit un pas en avant. Une histoire touchante, mais cela ne change pas le fait qu'elle a vécu sous une fausse identité. Et Jean-Pierre a hébergé... « Hébergé quoi ?» interrompit Jean-Pierre. « Une femme courageuse? Un enfant innocent? Dis-moi, frère, pendant que tu fouillais le passé de Sophie, as-tu pensé que personne ne fouillerait le tien ?» Marguerite commença à diffuser une vidéo sur le grand écran du hall. Elle montrait des images de vidéosurveillance d'Antoine, rencontrant des criminels connus, effectuant des transferts suspects, falsifiant des documents de la Fondation. « Depuis 5 ans, » continua Jean-Pierre, « mon frère vole à notre fondation caritative. L'argent destiné au centre d'hébergement, pour sans-abri, au programme pour enfants, aux femmes victimes de violences conjugales, tout a été redirigé vers ses comptes privés. » Les journalistes éclatèrent en questions. Le sourire parfait d'Isabelle s'effondra en regardant le visage de son mari devenir pâle. « C'est un mensonge !» cria Antoine, mais sa voix craqua. « Les preuves ont déjà été remises à l'AMF, » dit calmement Jean-Pierre, « avec la preuve que tu as conspiré pour prendre le contrôle de l'entreprise par de fausses accusations sur mon état mental. » Une femme plus âgée se faufila dans la foule, Élise Girard, directrice du centre d'hébergement pour femmes victimes de violences où Sophie et Thomas avaient séjourné. « Madame Bernard, Sophie, était l'une de nos résidentes, » annonça Élise. « Elle n'est pas seulement une survivante, elle est une héroïne. Elle est bénévole dans notre centre, aidant les autres femmes à trouver le courage de quitter des situations de violence conjugale. Elle a sauvé des vies. » D'autres personnes commencèrent à faire un pas en avant, les parents de l'école de Thomas, les enseignants, les employés du traiteur. Tous prenèrent la parole pour Sophie, partageant des histoires de sa gentillesse et de son travail acharné. Antoine essaya de reprendre le contrôle. « Cela ne change pas le fait que Jean-Pierre a agi de manière erratique. Tu veux parler de mes actions ?» La voix de Jean-Pierre emplit le hall. « Parlons-en. » « Oui, j'étais assis à un coin de rue déguisé. Oui, je voulais tester l'humanité des gens. Et sais-tu ce que j'ai trouvé? Un petit garçon qui a donné son seul blouson à un étranger. Une mère qui a élevé son fils pour qu'il soit gentil malgré tout ce qu'elle avait vécu. Ils m'ont montré à quoi ressemblait la vraie richesse. » Il se tourna vers les caméras. « Donc oui, je les ai aidés. Et je vais continuer à les aider ainsi que d'autres comme eux. Parce que c'est ce que cette entreprise était censée être, non pas seulement gagner de l'argent, mais faire une différence. » Des agents de sécurité apparurent, se dirigeant vers Antoine et Isabelle. « La police nationale aimerait vous parler tous les deux, » dit l'un d'eux doucement. Alors qu'ils étaient emmenés, le visage d'Antoine se tordit de rage. « Vous le regretterez, Jean-Pierre. Vous allez tous le regretter. » Mais personne ne l'écoutait plus. Les journalistes se pressaient autour de Jean-Pierre, Sophie et Thomas, captivés par la vraie histoire. Une histoire de courage, de rédemption et du pouvoir de la bonté. Plus tard ce soir-là, dans l'appartement de l'avenue Foch, Thomas montrait à Jean-Pierre son dernier dessin. « Regarde, dit-il fièrement. C'est nous tous.
Toi, moi, maman et Marguerite. Nous sommes une famille maintenant. Sophie entra de la cuisine avec du chocolat chaud pour tout le monde. Thomas, chéri, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Demanda Thomas. Jean-Pierre te fait sourire. Il nous aide. Il a combattu les méchants comme un super-héros. C'est ce que font les papas, n'est-ce pas? Jean-Pierre regarda Sophie, le cœur battant. Tu sais, Thomas a raison. Cela pourrait être aussi simple, si tu le veux. Sophie posa le chocolat chaud. Jean-Pierre, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui m'a montré ce que je sais depuis ce matin glacial où ton fils m'a donné son blouson. Certaines choses sont faites pour être. Il prit sa main. Je vous aime tous les deux. Je veux être une famille. Thomas sautilla d'excitation. Dis oui, maman, s'il te plaît. Sophie regarda Jean-Pierre, les larmes brillantes dans les yeux. Tu veux vraiment ça? Même avec tous mes bagages, tout mon passé. Ton passé fait partie de qui tu es, dit doucement Jean-Pierre. Et qui tu es est exactement celle avec qui je veux passer ma vie. Alors que Sophie hochait la tête, trop émue pour parler, Thomas jeta ses bras autour d'eux deux. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, mais cette fois, elle ressemblait à une bénédiction, couvrant le vieux monde et rendant tout neuf. Marguerite, qui était passée pour remettre des papiers, regardait de l'embrasure de la porte avec un sourire. En fin de compte, l'amour avait gagné. Pas le genre chic et parfait des magazines, mais le vrai genre, désordonné, compliqué et magnifique. Le genre qui pouvait transformer un simple acte de gentillesse en une histoire de rédemption. Le genre qui pouvait transformer des étrangers en famille. Le genre qui pouvait réchauffer même les cœurs les plus froids. La nouvelle des fiançailles de Jean-Pierre Dubois avec Sophie Bernard s'est répandue dans la haute société parisienne comme une traînée de poudre. Certains ont appelé cela un conte de fées, d'autres un scandale. Mais Jean-Pierre et Sophie étaient trop heureux pour se soucier des commérages. Thomas était ravi, disant à tout le monde à l'école qu'il allait avoir un vrai père. Mais leur bonheur allait bientôt être confronté à de nouveaux défis. Un matin, alors que Sophie planifiait une collecte de fonds pour le centre d'hébergement pour femmes victimes de violences avec Élise Girard, son téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais la voix qui parla fit froid dans son dos. « Bonjour Angela, ou devrais-je dire Sophie ?» Elle serra le téléphone plus fort. « David ? Mais tu es mort, j'ai lu ça dans les journaux. » Le rire de son ex-mari était aussi cruel qu'elle s'en souvenait. « Angela, ou devrais-je dire Sophie ?» Elle serra le téléphone plus fort. « David ? Mais tu es mort, j'ai lu ça dans les journaux. » Le rire de son ex-mari était aussi cruel qu'elle s'en souvenait. N'est-ce pas? Faire disparaître des gens, faire apparaître des certificats de décès. Antoine Dubois a été très utile pour tout ça. Les mains de Sophie se mirent à trembler. Que voulez-vous? Ce qui m'appartient de droit. Mon fils est maintenant, grâce à votre riche fiancé, l'argent que je mérite après toutes ces années de séparation. Thomas n'est plus votre fils. Vous avez perdu ce droit lorsque vous m'avez poussé dans ces escaliers et que vous l'avez enlevé. La voix de David s'aigrit. Je me demande ce que le tribunal va penser de ça ou la presse. La fiancée de Jean-Pierre Dubois, tentative de meurtre et enlèvement. Ne faites pas ça, chuchota Sophie. S'il vous plaît. 10 millions d'euros, dit David, en liquide. Sinon, je prendrai Thomas et je détruirai tout ce que vous et votre amoureux avez construit. Après avoir raccroché, Sophie resta figée, l'esprit en ébullition. Élise la trouva là 1 heure plus tard. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que vous avez vu un fantôme. D'une certaine manière, c'était le cas, mais elle ne pouvait le dire à personne, pas même à Jean-Pierre. David avait été clair, si elle impliquait la police ou disait quelque chose à Jean-Pierre, il prendrait Thomas immédiatement. De l'autre côté de la ville, Jean-Pierre était confronté à sa propre crise. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence suite à l'arrestation d'Antoine. Le scandale nuit à nos cours boursiers, expliqua Jacques Moreau. Les investisseurs sont nerveux, ils veulent l'assurance que la société est stable. La société va bien, insista Jean-Pierre. Les crimes d'Antoine ont été révélés et il ne s'agit plus seulement d'Antoine, interrompit un autre membre du conseil d'administration. Il s'agit de votre vie personnelle. Jean-Pierre sentit sa colère monter. Ma vie personnelle? Vos fiançailles avec une femme ayant une fausse identité, un passé criminel. Sophie est une survivante, pas une criminelle, rétorqua Jean-Pierre.
Emma. Vie personnelle ne regarde pas le conseil d'administration. Jacques se pencha en avant. Jean-Pierre, nous avons rédigé un contrat de mariage. Un contrat qui protège les intérêts de la société. Faites-le signer à Sophie et nous nous retirerons. Jean-Pierre se leva lentement. Vous essayez de me faire chanter? Nous essayons de protéger ce que vous avez construit, dit Jacques doucement. Ne laissez pas l'amour vous aveugler face à la réalité. Ce soir-là, Jean-Pierre rentra chez lui pour trouver Thomas, qui l'attendait avec impatience à la porte de l'appartement. Jean-Pierre, maman m'apprend à cuisiner. On prépare tes pâtes préférées. Mais lorsque Jean-Pierre entra dans la cuisine, il sut que quelque chose n'allait pas. Le sourire de Sophie était forcé et ses yeux étaient rouges de larmes. Thomas, pourquoi tu n'irais pas mettre la table, suggéra-t-elle. Après le départ de Thomas, Jean-Pierre prit Sophie dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, dit-elle rapidement. Juste le stress du mariage. Jean-Pierre savait qu'elle mentait mais n'insista pas. Au lieu de cela, il dit « Le conseil d'administration veut que tu signes un contrat de mariage. » Sophie recula. « Bien sûr, c'est tout à fait raisonnable. Je signerai ce qu'ils veulent. »« Non, dit Jean-Pierre fermement. Je ne les laisserai pas te traiter comme si tu étais après mon argent. »« Mais c'est ce que tout le monde pense, » dit Sophie doucement. « Peut-être qu'on va trop vite. Peut-être qu'on devrait attendre. »« Regarde-moi, dit Jean-Pierre en relevant son menton. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je t'aime. J'aime Thomas. Nous allons former une famille. » Sophie se détourna, les larmes coulant. Si seulement il connaissait le choix auquel elle était confrontée. La menace de David planait sur elle comme une épée. Elle avait jusqu'à la fin de la semaine pour obtenir l'argent, sinon elle perdrait tout. Thomas, Jean-Pierre, cette belle vie qu'ils étaient en train de construire. Cette nuit-là, après que Thomas se soit endormi, Sophie s'assit dans le salon sombre, regardant de vieilles photos sur son téléphone. Des photos de Thomas bébé, avant que la violence de David ne les ait forcés à fuir. Des photos de leur vie sur la route, toujours en regardant par-dessus leur épaule. Et des photos plus récentes. Thomas, avec Jean-Pierre au parc, à sa pièce de théâtre scolaire, construisant un bonhomme de neige ensemble. Elle prit sa décision. Le lendemain matin, elle alla à la banque et retira toutes ses économies, à peine 1/10 de ce que David exigeait. Puis elle appela Élise. « J'ai besoin d'accéder au fonds d'urgence du centre d'hébergement, dit-elle. Celui que nous utilisons pour aider les femmes à s'échapper rapidement. » Élise resta silencieuse un instant. « Sophie, as-tu des problèmes? »« Non, mentit Sophie. C'est pour quelqu'un d'autre. S'il te plaît, Élise, je te rembourserai. » Mais même avec cet argent, elle n'était pas près de 10 millions. Il n'y avait qu'une autre option. Pendant que Jean-Pierre était au travail, Sophie alla à son bureau à domicile. Elle savait qu'il gardait de l'argent liquide en cas d'urgence dans le coffre-fort. Vieille habitude de mes jours de pauvreté, avait-il plaisanté. Elle connaissait la combinaison car il avait insisté sur le fait qu'il ne devait y avoir aucun secret entre eux. Debout devant le coffre-fort, Sophie se sentait malade. Elle était sur le point de trahir l'homme qui lui avait tout donné, à elle et à Thomas. Mais quel choix avait-elle alors qu'elle allait atteindre? La poignée du coffre-fort, une voix parla de la porte. « Je me demandais quand tu viendrais ici. » Sophie se retourna pour trouver Marguerite qui la regardait. L'assistante fidèle de Jean-Pierre entra dans la pièce, fermant la porte derrière elle. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» demanda Sophie. « Assez longtemps, » répondit Marguerite. « Je vous observe depuis votre appel téléphonique d'hier. Je connais ce regard. Je l'ai vu sur le visage de trop de femmes au centre d'hébergement. Quelqu'un vous menace, n'est-ce pas ?» Sophie s'effondra, racontant tout à Marguerite. Quand elle eut fini, le visage de Marguerite était sombre. « Il faut le dire à Jean-Pierre. Non, David prendra Thomas. »« Sophie, écoutez-moi, » dit Marguerite fermement. « Je travaille pour Jean-Pierre depuis 20 ans. Je l'ai vu mener des combats inimaginables. Faites-lui confiance. Ayez confiance en son amour pour vous et Thomas. » Pendant qu'elle parlait, aucune des deux femmes ne remarqua Thomas debout dans le couloir, en train d'écouter. Son jeune visage était déterminé. Il alla dans sa chambre et sortit son téléphone, celui que Jean-Pierre lui avait donné pour les urgences. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il comprenait assez. Quelqu'un essayait de blesser sa mère à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'était pas seul. Thomas composa le numéro de Jean-Pierre, sa petite main tremblant légèrement. Lorsque Jean-Pierre répondit, Thomas prit une grande inspiration. « Papa ?» dit-il, utilisant ce mot pour la première fois.
Je crois que maman a des problèmes, et je crois que je sais pourquoi elle pleure. » Les mains de Jean-Pierre serrèrent si fort son téléphone de bureau que ses articulations devinrent blanches. Les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit. « Papa, je crois que maman a des problèmes. Dis-moi tout, mon pote, » dit-il, essayant de garder sa voix calme. Thomas parla rapidement, ses mots jaillissant. « Maman a reçu un appel téléphonique effrayant hier. Et maintenant elle pleure quand elle pense que je ne regarde pas. Et je viens de la voir dans ton bureau avec Marguerite en train de parler de quelqu'un qui s'appelle David et qui veut de l'argent. » Jean-Pierre sentit son sang glacé. David, l'ex-mari violent de Sophie. L'homme qui était censé être mort. « Tu as bien fait de m'appeler, » dit Jean-Pierre. « Reste avec Marguerite, je rentre tout de suite. » Il raccrocha et appela immédiatement son responsable de la sécurité, François Martin. Le mari d'Élise et ancien agent du FBI. « François, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur David Miller. Et je veux dire tout. Il est vivant et il menace Sophie. » Alors que sa voiture filait dans la circulation parisienne, Jean-Pierre passa d'autres appels. À ses avocats, à des enquêteurs privés, à d'anciens amis qui lui devinrent des faveurs. Au moment où il arriva à l'appartement, il avait une idée plus claire de ce à quoi ils avaient affaire. Il trouva Sophie, Marguerite et Thomas dans le salon. Sophie sauta lorsqu'elle le vit. « Jean-Pierre, tu es rentré tôt. »« David est vivant, » dit-il doucement, « et il travaille avec Antoine. » Sophie s'affaissa sur le canapé, le visage pâle. « Comment avez-vous… » Thomas fit un pas en avant. « Je l'ai appelé, maman. Je suis désolé, mais tu avais tellement peur. » Sophie prit Thomas dans ses bras. « Oh, chérie, ne t'excuse pas. C'est moi qui suis désolé. J'aurais dû vous faire confiance tous les deux. » Jean-Pierre s'assit à côté d'eux. « Dis-moi tout. » Alors que Sophie expliquait l'appel de David et ses exigences, le visage de Jean-Pierre devint plus sombre. Quand elle eut fini, il prit ses mains dans les siennes. « Écoute-moi, dit-il. Tu n'es plus seule. Tu n'as pas à gérer ça toute seule. Mais il a dit que si je le disais à quelqu'un, il ne touchera pas Thomas, dit Jean-Pierre fermement. Ni toi, plus jamais. » Marguerite, qui avait discrètement passé des appels elle-même, prit la parole. « Élise arrive avec la police nationale et l'équipe de François a localisé David. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Quoi? Comment? » « Parce que, » expliqua Jean-Pierre, « Antoine n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il a utilisé les ressources de la société pour aider David à simuler sa mort et à se cacher. Chaque transaction, chaque faux document, chaque séjour à l'hôtel, tout cela a laissé des traces. » Thomas leva les yeux vers Jean-Pierre avec admiration. « Vas-tu attraper les méchants comme la dernière fois ?» Jean-Pierre réussit un sourire. « Oui, mon pote, mais cette fois, nous allons nous assurer qu'ils ne pourront plus jamais blesser personne. » L'ascenseur sonna, et Élise se précipita avec 2 inspecteurs de police. Juste derrière eux, François Martin, portant une pile de dossiers. « Madame Bernard, » dit l'un des inspecteurs, « nous devons prendre votre déclaration concernant les menaces formulées par Monsieur Miller. » Pendant que Sophie parlait à la police, François tira Jean-Pierre à part. « David Miller séjourne à l'hôtel Morgan sous un faux nom, » rapporta-t-il. « Et vous n'allez pas croire qui vient de le rencontrer. » La mâchoire de Jean-Pierre se serra. « Antoine ?»« Isabelle, » corrigea François. « Apparemment, elle dirige le spectacle depuis l'arrestation d'Antoine. C'est elle qui a organisé toute la machination de la résurrection de David. » Avant que Jean-Pierre ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Isabelle. « Bonjour Jean-Pierre, » dit-elle avec douceur. « Je crois que nous devons parler. De la façon dont vous et Antoine avez aidé un homme violent à simuler sa mort pour extorquer de l'argent à son ex-femme, Isabelle. Ris doucement. De la façon dont vous allez transférer 50 millions d'euros sur un compte offshore dans l'heure qui vient, où David Miller entrera au commissariat le plus proche avec des preuves que Sophie a essayé de le tuer. Il y a 10 ans, vous bluffez. Est-ce que je bluffe? Nous avons des dossiers médicaux, des témoignages, tout ce qu'il faut pour présenter votre bien-aimée Sophie comme une criminelle violente qui a enlevé le fils d'un homme. » Jean-Pierre regarda Sophie, qui parlait encore aux inspecteurs. Thomas, qui montrait à François ses derniers dessins. La famille qu'il avait trouvée lorsqu'il s'y attendait le moins. « L'hôtel Morgan, » dit-il dans le téléphone. « Chambre 1542. J'y serai dans 30 minutes avec la preuve du virement. » Il raccrocha avant qu'Isabelle ne puisse répondre. François haussa un sourcil. « Tu ne vas pas vraiment leur payer ?» Jean-Pierre sourit grièvement. « Non, je vais mettre fin à ça. »
mais j'ai besoin de ton aide. » Pendant que les inspecteurs continuaient à prendre des déclarations, Jean-Pierre tira Sophie à part. « Me fais-tu confiance ?» demanda-t-il. « De ma vie, » répondit-elle sans hésitation, « de la vie de Thomas. Alors laisse-moi gérer ça. Reste ici avec Thomas et la police. Je te le promets, après ce soir, David ne te menacera plus jamais. » Sophie lui attrapa le bras. « Jean-Pierre, fais attention. David, il est dangereux lorsqu'il est acculé. Moi aussi, » dit Jean-Pierre doucement, « quand quelqu'un menace ma famille. » Il l'embrassa doucement puis s'agenouilla pour embrasser Thomas. « Prends soin de ta mère, mon pote, je reviens bientôt. » Thomas le serra fort dans ses bras. « Promis, promis. Et tu sais quoi? Quand tout sera fini, qu'en penses-tu? On officialise? Tu aimerais ça? Être une vraie famille? » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Tu veux dire, tu serais mon vrai père? Si tu veux que je le sois. » Thomas jeta ses bras autour du cou de Jean-Pierre. « Je l'ai déjà dit à tout le monde à l'école que tu l'étais. » Luttant contre les larmes, Jean-Pierre se leva et fit un signe de tête à François. Il était temps de mettre fin à cela, une fois pour toutes. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur, François vérifia son arme. « Tu sais, » dit-il, « quand Élise m'a parlé de Sophie et Thomas l'année dernière, j'ai voulu traquer David moi-même. Personne ne mérite de vivre dans la peur comme ça. Après ce soir, répondit Jean-Pierre, ils n'auront plus à le faire. » La neige retombait alors qu'ils se rendaient à l'hôtel Morgan. Jean-Pierre pensa à ce matin glacial où la gentillesse d'un petit garçon avait changé sa vie. Il pensa à la force de Sophie, à la confiance de Thomas, à la famille qu'ils étaient en train de construire. David et Isabelle pensaient pouvoir détruire cela avec des menaces et du chantage. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Dans le hall de l'hôtel, Jean-Pierre redressa sa cravate et vérifia sa mallette. Tout était prêt. « Rappelle-toi, » dit François doucement, « nous devons les faire tous admettre à l'enregistrement l'extorsion et la fraude. » Jean-Pierre hocha la tête. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 15e étage. Il était temps de prouver que l'amour n'était pas une faiblesse, c'était la plus grande force de toutes. La chambre 1542 de l'hôtel Morgan était une suite de luxe avec vue sur le jardin du Luxembourg. Jean-Pierre frappa à la porte, sa mallette lourde de ce qu'Isabelle et David pensaient être la preuve d'un virement bancaire. François et son équipe surveillaient tout depuis la chambre d'à côté. Isabelle ouvrit la porte, parfaite comme toujours dans son tailleur de créateur. « À l'heure, Jean-Pierre. Entrez. » David Miller était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, buvant du whisky. Il était plus gros que sur les vieilles photos que Jean-Pierre avait vues, son visage rouge et bouffi, mais ses yeux étaient froids et calculateurs. « Alors, voici le grand Jean-Pierre Dubois, » railla David. « Le fou qui est tombé amoureux de ma femme. Ex-femme, » corrigea Jean-Pierre calmement. « La femme que vous avez maltraitée. La mère de l'enfant que vous avez menacé. » Isabelle alla au minibar. « Gardons les choses civiles, d'accord? Avez-vous les documents de transfert ?» Jean-Pierre posa sa mallette sur la table basse. « D'abord, je veux savoir exactement ce que vous planifiez. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Antoine sur ce coup? » « Intelligent, » sourit Isabelle. « Toujours obtenir le tableau complet. Antoine a vu une occasion lorsque vous avez pris Sophie et le garçon. Il a juste fallu creuser un peu pour trouver David ici et le ressusciter. Pour un prix, ajouta David. Votre frère a été très généreux avec les fonds de la société. » Jean-Pierre s'assit, gardant son expression neutre. « Et maintenant, vous voulez 50 millions de plus. » « Considérez cela comme un investissement, » dit Isabelle avec douceur, « dans l'avenir de votre famille. Payez-nous et David renoncera à tous ses droits parentaux sur Thomas. Pas de bataille de garde désagréable, pas d'accusation criminelle contre Sophie. Et si je ne paie pas ?» David se pencha en avant. « Alors je prends mon fils, et Sophie ira en prison pour tentative de meurtre. Votre choix. » Jean-Pierre ouvrit lentement sa mallette. « Vous pensez vraiment pouvoir menacer ma famille et vous en sortir ? » « Nous l'avons déjà fait, » sourit Isabelle. « Antoine est peut-être en prison, mais il a tout mis en place parfaitement. Les preuves contre Sophie, les comptes offshore, tout cela est intraçable. Sauf que, dit Jean-Pierre en sortant un enregistreur au lieu de documents, vous venez de tout avouer. » La porte s'ouvrit en grand. François et son équipe se précipitèrent, armes au poing. 2 inspecteurs de police les suivirent. « Isabelle Dupont, David Miller, » annonça un inspecteur, « vous êtes arrêtés pour extorsion, complot et fraude. »
David se jeta sur Jean-Pierre, mais François fut plus rapide. Il plaqua David contre le mur pendant que les inspecteurs lui lisaient ses droits. La parfaite composure d'Isabelle se brisa enfin. « Vous ne pouvez rien prouver. » « En fait, dit Jean-Pierre, nous le pouvons. Antoine a gardé des enregistrements de tout, l'argent qu'il a payé à David, le faux certificat de décès, tout. Il a toujours été prudent de cette façon. Et maintenant, il a accepté de témoigner contre vous deux en échange d'une peine plus légère. Alors qu'ils emmenaient David menotté, il cria « Ce garçon est à moi, j'ai des droits. » « Non, dit Jean-Pierre fermement. Vous avez perdu ses droits au moment où vous avez levé la main sur lui et sa mère. Thomas n'aura plus jamais à vous craindre. De retour à l'appartement, Sophie marchait nerveusement pendant que Thomas dormait sur le canapé. Lorsque l'ascenseur sonna, elle courut à la porte. Jean-Pierre entra, sa cravate desserrée, fatigué mais triomphant. « C'est fini, dit-il simplement. » Sophie tomba dans ses bras, pleurant de soulagement. « David, va en prison avec Isabelle. Ils ne nous feront plus de mal. » Thomas bougea sur le canapé. « Papa, tu es de retour. » Le cœur de Jean-Pierre se gonfla à ce mot. Il s'assit et prit Thomas dans ses bras. « Je t'avais promis que je le serais, n'est-ce pas? Avez-vous attrapé les méchants? On l'a fait, mon pote. Et ils ne peuvent plus nous faire de mal. » Sophie les rejoignit sur le canapé et Jean-Pierre les serra tous les deux dans ses bras. Dehors, la neige avait cessé et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. « Il y a quelque chose que je dois vous demander tous les deux, dit Jean-Pierre. Je voulais attendre, faire quelque chose de chic, mais la vie est trop courte pour attendre. » Il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvaient 3 alliances, une bague de fiançailles pour Sophie et 2 alliances simples en or. « Je ne veux pas seulement t'épouser, Sophie, je veux adopter Thomas. » De sa poche. À l'intérieur se trouvaient 3 alliances, une bague de fiançailles pour Sophie et 2 alliances simples en or. « Je ne veux pas seulement t'épouser, Sophie. Je veux adopter Thomas. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Tu veux dire, tu serais mon vrai père, officiellement et tout? Si c'est ce que tu veux, mon pote. » Thomas jeta ses bras autour du cou de Jean-Pierre. « Oui, 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 oui !» Sophie toucha les alliances du bout des doigts tremblants. « Jean-Pierre, es-tu sûr? Après tout ce qui s'est passé, ne fait que me conforter dans ma décision. » Il prit sa main. « Quand je me suis assis dans cette rue déguisée, je pensais tester l'humanité. Au lieu de cela, j'ai retrouvé ma propre humanité, grâce à la gentillesse de Thomas, à ta force, à l'amour que vous m'avez tous les deux montré. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sophie, tandis qu'elle acquiesçait. « Oui, à tout cela, oui. » Alors que Jean-Pierre lui glissait l'alliance au doigt, Thomas sauta. « Attends, je dois aller chercher quelque chose. » Il courut dans sa chambre et revint avec un dessin. Il montrait leur famille, Jean-Pierre, Sophie et Thomas, debout devant leur immeuble. Mais maintenant, il avait ajouté quelque chose, un petit chien. « Puisque nous allons être une vraie famille, » dit Thomas avec espoir, « pouvons-nous aussi avoir un chien ?» Jean-Pierre et Sophie éclatèrent de rire, un son plein de joie, de soulagement et d'amour. « Je pense, » dit Jean-Pierre en les rapprochant tous les deux à nouveau, « que cela peut s'arranger. » Plus tard dans la nuit, après que Thomas se fut endormi dans sa chambre, Jean-Pierre et Sophie se tenaient à la fenêtre, regardant la ville. Sa tête reposait sur son épaule, l'alliance scintillant à son doigt. « J'avais tellement peur, » admit-elle. « Quand David a appelé, je pensais que je devrais recommencer à fuir. »« Tu n'auras plus jamais à fuir, » promit Jean-Pierre. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Sophie se tourna pour le regarder. « Comment ai-je pu avoir autant de chance ?»« C'est moi qui ai eu de la chance, » dit Jean-Pierre doucement. « Un petit garçon m'a donné sa veste par un matin froid, et ce faisant, il m'a rendu mon cœur. » Dans sa chambre, Thomas dormait paisiblement, rêvant de sa nouvelle famille, du chien qu'ils auraient, d'un avenir rempli d'amour au lieu de peur. Sur sa table de chevet reposait le dessin de sa famille, et en dessous, soigneusement conservé, une vieille veste usée, celle qui avait tout déclenché. Certaines personnes pourraient appeler cela un conte de fées, un garçon sans abri, et sa mère trouvant leur bonheur pour toujours avec un milliardaire. Mais Jean-Pierre savait mieux. Il ne s'agissait pas d'argent, de statut ou de pouvoir. Il s'agissait de la plus pure des richesses, la richesse de la compassion d'un enfant, du courage d'une mère et d'un amour capable de réchauffer même les cœurs les plus froids. Le printemps est arrivé tôt à Paris cette année-là. La neige a fondu,
révélant les premières pousses vertes du jardin du Luxembourg. Dans les 3 mois qui ont suivi l'arrestation de David et Isabelle, la vie s'était installée dans une nouvelle et merveilleuse normalité pour la future famille Dubois. La procédure d'adoption de Thomas progressait sans problème. Les avocats de Jean-Pierre avaient accéléré le processus et David avait renoncé à ses droits parentaux dans le cadre de son accord de plaidoyer. La cérémonie était prévue pour la semaine prochaine, juste avant le mariage. Sophie se tenait dans ce qui était autrefois le bureau de Jean-Pierre, maintenant transformé en salle de planification pour les 2 célébrations. Les détails du mariage couvraient un mur, les documents d'adoption un autre. Au milieu de tout cela se trouvait la dernière œuvre d'art de Thomas, un portrait de famille qui comprenait maintenant Max, le chiot Golden Retriever qu'il avait adopté au refuge. Madame Dubois, Marguerite entra souriant de voir comment Sophie rougissait encore au son de son futur nom. La créatrice de robe est là pour votre dernier essayage. Mais avant que Sophie ne puisse répondre, Élise entra en courant, agitant un journal. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-elle. Le cœur de Sophie fit un bond. Après tout ce qu'il avait traversé, les mauvaises nouvelles la faisaient toujours peur. Mais Élise souriait. Ils appellent ça la Fondation Dubois pour la justice familiale. Jean-Pierre transforme la branche caritative de l'entreprise en une fondation à grande échelle pour aider les familles qui échappent aux abus. Et devinez qui il veut la diriger. Sophie regarda le journal. Il y avait une photo d'elle et de Jean-Pierre lors d'un gala caritatif la semaine dernière et des détails sur la mission de la nouvelle fondation. « Il ne m'a rien dit au sujet de la diriger, » dit-elle. « Parce que, » dit la voix de Jean-Pierre de la porte, « j'attendais le bon moment. » Il entra en portant Thomas sur ses épaules. Ils venaient de rentrer de leur matinée entre hommes hebdomadaire, leur moment privilégié, ensemble qui impliquait généralement de la glace au petit déjeuner et d'autres choses que Sophie faisait semblant de ne pas connaître. « Descends, mon pote, » dit Jean-Pierre en descendant Thomas. « Pourquoi ne montres-tu pas à Marguerite et Élise tes nouvelles cartes de baseball ?» Alors que les autres quittèrent la pièce, Jean-Pierre prit les mains de Sophie. La Fondation a besoin de quelqu'un qui comprenne ce que vivent ces familles, quelqu'un qui ait la compassion pour les aider et la force de les défendre. Jean-Pierre, je ne connais rien à la gestion d'une fondation. Tu sais ce qui compte le plus, comment aider les gens à reconstruire leur vie. Le sais, reste, tu apprendras. Il sourit, tout comme j'ai appris l'amour grâce à toi et à Thomas. Des larmes remplirent les yeux de Sophie. Quand as-tu planifié tout ça? Ce jour-là dans la rue, lorsque tu m'as raconté ton histoire à raconter lors de la conférence de presse, la façon dont tu as parlé de survie, de la protection de Thomas, j'ai su alors que ton expérience pourrait aider les autres. Sophie le serra fort dans ses bras. « Je t'aime tellement. »« Tant mieux, » chuchota Jean-Pierre, « parce que tu es coincé avec moi. » En parlant de ça, il la conduisit à la fenêtre. En bas, dans la cour de leur immeuble, des ouvriers préparèrent le mariage. Des chaises blanches, des fleurs, une arche recouverte de roses. « 3 jours, » souffla Sophie. « Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive vraiment. »« Crois-le, » dit Jean-Pierre. « Même si je pense que Thomas est plus excité par la cérémonie d'adoption de demain. » Comme sur commande, Thomas rentra en courant avec Max, qui le suivait en bondissant. « Papa, on peut montrer à maman ce qu'on a ?» Jean-Pierre. « Ris, je pensais qu'on gardait ça secret. J'ai hâte. » Thomas sautait presque. « S'il te plaît ? D'accord, allez chercher ça. » Thomas courut dans sa chambre et revint avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec 3 cœurs entrelacés. « Le plus grand, c'est papa, » expliqua Thomas. « Celui du milieu, c'est toi. Et le plus petit, c'est moi. Tu vois comment ils sont tous connectés ? Papa dit que c'est parce que personne ne peut briser notre famille maintenant. » Sophie s'agenouilla, ne se souciant pas de sa robe, et Thomas lui mit le collier. « C'est magnifique, mon chéri. Et, regarde !» Thomas pointa de minuscules mots gravés au dos de chaque cœur. Il est écrit « Famille pour toujours ». Jean-Pierre les regarda, ses propres yeux étrangement brillants. Ces moments le surprenaient encore parfois. La joie simple et profonde d'avoir une famille. Le lendemain matin, ils se sont réunis au tribunal pour la cérémonie d'adoption de Thomas. Sophie aida Thomas à mettre sa cravate pendant que Jean-Pierre marchait nerveusement. « Et si je ne suis pas assez bien ?» chuchota-t-il à Sophie. « Être un vrai père est différent d'être un ami. »« Jean-Pierre Dubois, » dit Sophie fermement. « Tu as été un vrai père pour
Thomas depuis le jour où tu l'as rencontré. Les papiers ne font que rendre cela officiel. La juge, une femme plus âgée aux yeux bienveillants, les appela. Thomas leur tenait les deux mains lorsqu'ils se dirigèrent vers l'avant de la salle d'audience. Thomas Miller commença. La juge puis sourit. Bientôt, Thomas Dubois. Comprenez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Thomas hocha la tête solennellement. Jean-Pierre devient mon vrai père, mais il l'est déjà dans mon cœur. Même la juge essuya une larme à cela. Elle regarda Jean-Pierre. Et vous, Jean-Pierre Dubois, comprenez-vous les responsabilités que vous assumez? La voix de Jean-Pierre était ferme. Votre honneur, ce garçon m'a donné sa veste un jour froid, alors que je faisais semblant de ne rien avoir. Ce faisant, il m'a tout donné. Être son père serait le plus grand honneur de ma vie. La juge signa les papiers d'un geste élégant. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, je déclare par la présente que Thomas est officiellement et légalement votre fils. Félicitations, Dubois. Thomas se jeta dans les bras de Jean-Pierre. On l'a fait, papa. Les photographes ont immortalisé le moment. Le milliardaire pleurant tandis qu'il tenait son nouveau fils, la fière mère regardant à travers des larmes de joie. Mais aucun d'eux n'a saisi la partie la plus importante. Les « je t'aime », chuchotés, les câlins serrés, le sentiment d'être enfin complet. Ce soir-là, ils ont fait une fête tranquille à la maison. Thomas a insisté pour préparer lui-même le dîner, sous la supervision attentive de Marguerite. Il avait même fait des cartes de place pour la table, papa, maman et Thomas Dubois en lettres soignées, alors qu'il mangeait les pâtes légèrement bizarrement formées, mais faites avec amour de Thomas. Sophie regarda ses garçons, sa famille, et ressentit un bonheur si profond que cela faisait presque mal. « Pensez-y, » dit Thomas, la bouche pleine, de pain à l'ail. « Demain, on peut s'entraîner pour le mariage. » Jean-Pierre prit la main de Sophie. « J'ai hâte de faire de toi une Dubois aussi. »« Je le suis déjà, » dit-elle doucement. « Je le suis depuis ce matin froid où notre fils a changé nos vies par un simple acte de gentillesse. » Thomas rayonnait au mot « notre fils ». Max posa sa tête sur les genoux de Thomas, espérant une bouchée de pâte, et Thomas lui glissa secrètement une boulette de viande lorsqu'il pensa que ses parents ne regardèrent pas. Jean-Pierre et Sophie échangèrent un regard entendu. C'est ce que signifiait vraiment la richesse. Pas l'argent en banque ou le succès de l'entreprise, mais ces précieux moments d'amour familial. Dehors, les fleurs de printemps fleurissaient dans les jardinières et la ville bourdonnait de vie. Mais à l'intérieur de ce chaleureux appartement, 3 cœurs battaient à l'unisson, liés par la compassion d'un enfant, le courage d'une mère et le parcours d'un homme de la solitude à l'amour. Le matin du mariage s'est levé clair et lumineux. Des fleurs de cerisier flottaient sur la brise printanière, saupoudrant la cour où les ouvriers effectuaient les dernières préparations. Sophie se tenait à la fenêtre de sa salle de préparation, touchant le collier à 3 cœurs qui ne l'avait pas quitté depuis que Thomas le lui avait offert. « Maman !» Thomas entra en courant, déjà dans son petit smoking. « Papa n'a pas le droit de te voir encore, mais il voulait que je te donne ça. » Il lui tendit un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une veste usée, la même qu'il avait donnée à Jean-Pierre ce matin d'hiver froid. Une note y était attachée. « Cette veste a changé ma vie. Je l'ai fait nettoyer et préserver. Peut-être qu'un jour nous pourrons la montrer à nos petits-enfants et leur raconter comment la plus belle histoire d'amour au monde a commencé par la gentillesse d'un petit garçon. Ton Jean-Pierre. » Sophie serra la veste contre sa poitrine, les larmes menaçant de gâcher son maquillage. Élise se précipita avec un mouchoir. « Plus rien de tout ça maintenant, » la réprimanda-t-elle doucement. On a passé 2 heures sur ce visage. La salle de préparation était pleine d'activités. Marguerite coordonnait avec l'organisatrice de mariage, tandis que la coiffeuse mettait la touche finale à l'élégante coiffure de Sophie. Mais les yeux de Sophie restaient fixés sur la veste, se souvenant de ce matin qui semblait si lointain maintenant. En bas, dans la cour, Jean-Pierre saluait les invités. L'élite parisienne était venue en force, mais aussi les familles du refuge, les collègues de Sophie du traiteur, les professeurs et camarades de classe de Thomas. Jean-Pierre avait insisté pour que tous ceux qui avaient fait partie de leur parcours soient présents. François Martin s'approcha avec des nouvelles. La demande d'appel d'Isabelle a été rejetée ce matin. Elle et David purgeront leur peine complète. Jean-Pierre hocha la tête. Bien.
Comment va Antoine en prison? Il a trouvé Dieu, apparemment, sourit François. Il veut enseigner la littératie financière aux autres détenus. Peut-être que du bien en sortira, dit Jean-Pierre. Puis il sourit. En parlant de bien qui sort de mauvaises situations, il leva les yeux vers l'immeuble, sachant que Sophie se préparait quelque part au-dessus. Son cœur était tellement plein qu'il pourrait éclater. Thomas accourut. « Papa, maman est presque prête. » Et elle a pleuré en voyant la veste, mais ne lui dis pas que je te l'ai dit. Jean-Pierre s'agenouilla pour redresser le nœud papillon de Thomas. « Comment on a l'air, mon pote? Prêt à me soutenir? »« Prêt. » Thomas rayonnait. « J'ai les alliances ici. » Il se tapa fièrement la poche. Les invités prirent place lorsque la musique commença à jouer. Jean-Pierre se tenait sous l'arche fleurie, Thomas à ses côtés comme son témoin. Max était assis parfaitement coiffé aux pieds de Thomas, une petite couronne de fleurs autour de son collier. Et puis, la musique a changé. Tout le monde s'est levé. Et Sophie est apparue. Elle était magnifique dans sa simple robe blanche, portant un bouquet des mêmes fleurs que Thomas avait choisi pour leur premier dîner en famille. Mais c'est son sourire qui coupa le souffle à Jean-Pierre, radieux de joie, d'amour et de la promesse du toujours. Élise la conduisit jusqu'à l'hôtel. Ils avaient décidé que c'était approprié. La femme qui les avait tant aidés au refuge aidant maintenant Sophie à faire ce dernier pas dans sa nouvelle vie. Lorsqu'ils atteignirent l'arche, Thomas s'avança avec les alliances. Mais d'abord, il avait quelque chose à dire. Ils avaient regardé cette partie secrète de Sophie. Avant que papa mette l'alliance de maman, annonça clairement Thomas, « Je veux lui donner la mienne. » Il sortit une troisième alliance, une simple bande d'argent assortie à son alliance d'adoption. « Maman, quand papa m'a adopté hier, on a promis d'être une famille pour toujours. Maintenant, c'est ton tour. » Sophie s'agenouilla, ne se souciant pas de sa robe, et Thomas lui glissa l'alliance à la main droite. « Je promets d'être la meilleure maman du monde, » chuchota-t-elle. « Je t'aime tellement. »« Moi aussi, je t'aime, » dit Thomas. « Vous deux. » Il n'y avait pas un œil sec dans la cour. Même la juge qui avait fait l'adoption de Thomas essuya des larmes. Jean-Pierre s'avança pour les vœux traditionnels, puis ajouta les siens. « Sophie, lorsque ton fils m'a montré de la gentillesse ce matin-là, il ne m'a pas seulement donné sa veste, il m'a donné l'occasion de voir ce qui compte vraiment dans la vie. Vous m'avez tous les deux appris que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires ou les affaires, mais dans l'amour que nous donnons. Je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne du cadeau que tu m'as fait. » La voix de Sophie trembla lorsqu'elle répondit « Jean-Pierre, tu nous as vus lorsque nous étions invisibles au monde. Tu nous as donné la sécurité lorsque nous avions peur, l'espoir lorsque nous n'en avions plus, et l'amour lorsque nous en avions le plus besoin. Mais surtout, tu as donné à Thomas quelque chose que je ne pouvais pas, un père qui lui montre chaque jour ce que signifie être un bonhomme. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de te rappeler chaque jour que tu es le meilleur investissement, que nous ayons jamais fait. » Thomas brandit les alliances fièrement, alors que Jean-Pierre glissait l'alliance au doigt de Sophie, rejoignant sa bague de fiançailles et l'alliance familiale de Thomas. La lumière du soleil printanier attrapa les trois, les faisant scintiller. « Par le pouvoir qui m'est conféré, » dit la juge en souriant, « je vous déclare mari et femme. » Mais avant que Jean-Pierre puisse embrasser sa mariée, Thomas tira sa manche. « N'oubliez pas la partie la plus importante. » Jean-Pierre rit et s'agenouilla. Ensemble, les trois partagèrent une étreinte familiale, tandis que les invités applaudissaient, et que Max aboyait avec enthousiasme. La réception était un joyeux mélange d'élégance et de simplicité. Les enfants du refuge jouaient avec les enfants de l'école privée de Thomas. Les dirigeants d'entreprise discutaient avec les travailleurs sociaux. Les barrières qui divisaient habituellement la haute société parisienne se sont estompées dans la chaleur de la célébration. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de belles couleurs, Jean-Pierre conduisit sa nouvelle épouse sur la piste de danse pour leur première danse. Thomas a insisté pour les rejoindre et bientôt d'autres ont suivi. « Regarde », Thomas pointa le ciel. « Une étoile filante. Fais un vœu, » dit Sophie. Thomas secoua la tête. « Je n'ai pas besoin. J'ai déjà tout ce que j'ai souhaité. » Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et que Thomas s'était endormi avec Max enroulé à ses pieds, Jean-Pierre et Sophie se tenaient dans leur salon. La veste conservée était accrochée dans une vitrine spéciale, témoignage de la façon dont le plus petit acte de gentillesse peut changer des vies pour toujours. Madame Dubois.
Ça dit Jean-Pierre doucement, la tenant près de lui. « Monsieur Dubois, répondit Sophie, puis rit. On dirait toujours un rêve. Si c'est le cas, je ne veux jamais me réveiller. » Ils dansèrent lentement sur une musique qu'eux seuls pouvaient entendre, leurs alliances scintillant dans les lumières de la ville. Sur la table de chevet de Thomas, un nouveau dessin montrait leur famille, maman, papa, Thomas et Max, entourés de cœurs et d'étoiles filantes. Et ainsi se termina l'histoire qui a commencé par une veste donnée librement, un froid matin d'hiver. Une histoire qui a prouvé que l'amour est la plus grande richesse de toutes, et que parfois les cœurs les plus purs se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Le lendemain matin, un petit article est apparu dans les pages mondaines. Le milliardaire Jean-Pierre Dubois a épousé Sophie Bernard lors d'une cérémonie intime, adoptant officiellement son fils Thomas. Mais la vraie histoire, selon des sources, a commencé il y a des mois avec un acte de gentillesse qui a réchauffé les jours les plus froids et changé 3 vies pour toujours. Dans la maison Dubois, le journal est resté non lu. Ils étaient trop occupés à être ce dont ils avaient toujours rêvé, simplement, parfaitement, merveilleusement une famille.